Sous la conduite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, également chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, le Conseil des ministres s'est réuni dans une atmosphère où stratégie et efficacité semblaient donner le ton. À l'ordre du jour, une série de dossiers sensibles mêlant défense, économie, culture et questions sociales, à un moment particulier marqué par l'entame du mois sacré de Ramadan et l'ouverture de la session de formation professionnelle de février 2026. Comme le veut le rituel institutionnel, le premier ministre a ouvert les travaux avec une synthèse détaillée des actions gouvernementales menées au cours des 15 derniers jours. À cela s'est ajouté un point précis sur l'application des instructions présidentielles liées au Ramadan, avec un objectif affiché: préserver le pouvoir d'achat et assurer l'approvisionnement régulier en produits essentiels. Les discussions ont ensuite glissé vers l'examen de plusieurs projets législatifs et rapports sectoriels d'envergure. En tête de liste figurait la réforme de la justice militaire, présentée par le général d'armée occupant les fonctions de ministre délégué à la Défense nationale et de chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Après échange et analyse, le Conseil a validé le texte proposé, acte présenté comme une étape supplémentaire vers l'actualisation du cadre juridique militaire afin qu'il corresponde aux réalités contemporaines. Dans le secteur de l'agriculture, l'orientation vers l'efficacité sur le terrain a été la caractéristique prédominante. Le président Tebboune a insisté sur la nécessité de libérer immédiatement le secteur des entraves bureaucratiques enracinées qui freinent la croissance. Il a ordonné la mise en place de coopératives agricoles affiliées au groupe AgroDiv, spécialisé dans la location de machines agricoles pour les labours et les moissons, ainsi que dans la prestation de services techniques aux agriculteurs à travers les différentes wilayas en tenant compte des superficies cultivées dans chaque région. Cette mesure vise à accroître le rendement de la production nationale et à alléger les charges des agriculteurs. Le président a chargé le premier ministre de superviser personnellement l'élaboration d'une loi spéciale régissant ces coopératives dans les plus brefs délais, fixant la fin du mois de mars prochain comme date butoir pour leur entrée en service, afin de coïncider avec le lancement précoce de la saison des moissons dans les régions du Sud, tout en soulignant l'obligation d'acquérir le matériel auprès des fabricants locaux pour soutenir l'industrie nationale. Sur le plan culturel, la réunion a marqué un saut qualitatif à travers la valorisation du projet de création de l'Orchestre philharmonique international d'Algérie. Le président a décrit ce projet comme le reflet d'une dynamique de renouveau global et d'une restauration du rôle pionnier de l'Algérie dans les arts majeurs. Il a ordonné l'élaboration des textes juridiques pour relancer l'Opéra d'Alger et son statut propre, tout en orientant l'exploitation des compétences algériennes résidant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays pour forger une image civilisationnelle forte. Il a également instruit la construction de grandes salles de spectacle de type Zénith dans la capitale et les grandes villes pour absorber l'élan culturel, en plus de la relance des instituts de musique et de l'activité théâtrale dans toutes les communes, considérées comme des instruments du soft power. Concernant le secteur de la formation professionnelle pour la session de février 2026, les directives se sont concentrées sur la création de nouvelles filières de haute précision dans des secteurs stratégiques au profit des stagiaires algériens et africains, avec la nécessité de promouvoir par voie médiatique le haut niveau atteint par la formation en Algérie. Enfin, s'agissant des infrastructures minières, le président a ordonné l'accélération de la cadence de réalisation de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba, Oued Kebrit, port d'Annaba, instruisant le ministre du secteur d'assurer un suivi rigoureux sur le terrain pour garantir la livraison de ce projet stratégique dans les délais impartis, compte tenu de son impact majeur sur l'économie nationale ainsi que sur la dynamique commerciale et minière du pays. En conclusion, l'ensemble des décisions et orientations issues de ce Conseil des ministres, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, dessine les contours d'une Algérie résolument tournée vers une modernité pragmatique, où la souveraineté nationale s'exprime autant par la puissance de ses institutions militaires que par la solidité de ses fondations économiques et le rayonnement de son identité culturelle. La réforme de la justice militaire, validée avec une vision prospective,
témoigne d'une volonté de consolider l'état de droit au sein même des institutions les plus sensibles, garantissant ainsi une harmonie institutionnelle nécessaire à la stabilité du pays dans un environnement régional complexe. Parallèlement, le saut qualitatif attendu dans le secteur agricole, à travers la création de coopératives de mécanisation sous l'égide d'Agro-Div, marque une rupture nette avec l'immobilisme bureaucratique. En libérant les contraintes matérielles et administratives, l'État ne se contente pas de soutenir une profession. Il sécurise la base même de la sécurité alimentaire nationale, transformant le potentiel des terres du Sud et des hauts plateaux en une richesse tangible et durable. Sur le front de la culture, la renaissance annoncée à travers l'Orchestre Philharmonique International et la relance de l'Opéra d'Alger n'est pas qu'une simple entreprise artistique, c'est un investissement dans le soft power algérien. En dotant les grandes métropoles d'infrastructures de standing international comme les salles Zénith et en réhabilitant le théâtre et la musique au niveau communal, le pays réinvestit son espace civilisationnel pour offrir à sa jeunesse de perspectives d'épanouissement qui célèbrent le génie local tout en s'ouvrant sur l'universalité. Cette dynamique se reflète également dans le secteur de la formation professionnelle, devenu un levier d'intégration africaine et d'excellence technique, prouvant que la ressource humaine reste le capital le plus précieux de la nation. Enfin, l'accélération des grands chantiers d'infrastructure, à l'image du projet ferroviaire minier de l'Est, confirme que le temps économique est désormais calqué sur l'urgence des défis de demain. Chaque rail posé et chaque décret signé convergent vers un objectif unique: l'édification d'une économie diversifiée, résiliente et compétitive. C'est dans cette coordination millimétrée entre la vision politique et l'exécution technique que réside la clé du renouveau algérien. Une marche vers le progrès qui refuse le statu quo et place le citoyen, son bien-être et sa fierté nationale au cœur de chaque arbitrage souverain, jetant ainsi les bases d'une prospérité qui se veut à la fois inclusive, ambitieuse et profondément ancrée dans les réalités. Ce cycle de négociations, organisé dans un contexte de discrétion assumée et de pression diplomatique multiple, illustre à quel point la question du Sahara occidental demeure un nœud central des équilibres politiques au Maghreb et, au-delà, dans les rapports stratégiques internationaux en Afrique. Le simple fait que les différents acteurs aient accepté de se retrouver autour d'une même table, malgré des décennies de méfiance, de ruptures et de discours antagonistes, constitue en soi un signal politique significatif. Cela ne signifie pas pour autant que les divergences fondamentales se sont estompées, ni que les positions de principe ont été révisées en profondeur. Mais cela révèle qu'aucune des parties ne peut ignorer indéfiniment la nécessité d'un cadre de discussion structuré, soutenu par des médiations internationales, pour éviter que le conflit ne s'enlise davantage ou ne dégénère en tensions régionales plus larges. L'avenir de ce processus dépendra largement de la capacité des protagonistes à dépasser la logique de confrontation symbolique pour entrer dans une dynamique de compromis réaliste. Or, tout compromis suppose des concessions. Et toute concession, dans un dossier aussi sensible, comporte un coût politique interne. Les dirigeants concernés doivent composer avec leurs opinions publiques, avec des récits nationaux construits sur des décennies et avec des équilibres institutionnels qui rendent toute inflexion stratégique délicate. Dans ce contexte, la marge de manœuvre reste étroite et chaque formulation, chaque détail institutionnel, chaque mécanisme de garantie peut devenir un point de blocage. Il est également évident que la dimension humaine du conflit ne peut être reléguée au second plan. Derrière les discussions techniques sur les compétences administratives, les modalités d'investiture ou la composition d'un parlement régional, se trouvent des populations qui vivent depuis des années dans l'incertitude. Les réfugiés sahraouis installés dans des camps, les familles séparées, les jeunes générations qui n'ont connu que le statu quo ou l'exil constituent une réalité qui impose une responsabilité morale aux négociateurs. Une solution politique durable ne pourra être crédible que si elle intègre des garanties concrètes en matière de droits, de représentation et de développement socio-économique. Par ailleurs, le contexte régional confère à ces pourparlers une portée qui dépasse le seul cadre territorial.
Les tensions persistantes entre les États du Maghreb, la fermeture des frontières, la compétition diplomatique et l'absence d'intégration régionale effective ont freiné le potentiel économique et stratégique d'une zone qui pourrait, en d'autres circonstances, constituer un pôle de stabilité et de croissance. Une avancée sur le dossier du Sahara occidental pourrait ouvrir la voie à une recomposition plus coopérative des relations régionales, tandis qu'un échec prolongé risquerait de consolider les clivages et d'alimenter les rivalités. La dimension internationale du dossier ajoute un niveau supplémentaire de complexité. Les grandes puissances évaluent ce conflit à l'aune de leurs intérêts géopolitiques, de la lutte contre l'instabilité au Sahel, de la sécurisation des routes commerciales et de l'accès aux ressources stratégiques. Ainsi, toute initiative diplomatique s'inscrit dans un jeu d'influence où les considérations de principe coexistent avec des calculs pragmatiques. Cette réalité peut à la fois favoriser une médiation active lorsque les intérêts convergent vers la stabilité et compliquer la recherche d'un consensus lorsque les agendas divergent. Il convient également de rappeler que les processus de paix ne suivent que rarement une trajectoire linéaire. Les cycles de négociation alternent souvent avec des phases de stagnation, voire de tension accrue. Les avancées partielles peuvent être remises en cause. Les accords préliminaires peuvent être rediscutés. Les interprétations divergentes peuvent surgir au moment de la mise en œuvre. La prudence s'impose donc face à toute annonce prématurée d'accord ou, à l'inverse, face à tout constat d'échec. Ce type de dossier exige du temps, de la constance et une architecture de garantie suffisamment robuste pour résister aux aléas politiques. Dans cette perspective, la question centrale demeure celle de la formule politique capable de concilier des aspirations perçues comme contradictoires entre une autonomie élargie inscrite dans un cadre souverain défini et l'exigence d'un référendum d'autodétermination incluant l'option de l'indépendance. L'écart conceptuel est réel. Pourtant, l'histoire des conflits internationaux montre que des solutions hybrides, créatives et graduellement mises en œuvre peuvent parfois émerger lorsque les acteurs acceptent de distinguer les objectifs symboliques des arrangements pratiques. Cela suppose un effort d'imagination institutionnelle, mais aussi une volonté politique soutenue. La confiance constitue un autre élément déterminant. Or, la confiance ne se décrète pas. Elle se construit par des gestes réciproques, par des mécanismes de transparence et par le respect des engagements pris. Dans un environnement marqué par des accusations mutuelles et des récits opposés, la mise en place de mesures de confiance pourrait jouer un rôle essentiel. Qu'il s'agisse de faciliter les échanges humains, de renforcer la coopération humanitaire ou d'instaurer des mécanismes de suivi indépendants, ces initiatives pourraient contribuer à créer un climat